Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Salut JS, ça va ? Salut, ça va et toi? Ouais, super. Écoute, on se connaît tous les deux, donc le ton sera peut-être un peu différent des épisodes précédents. Je te propose de prendre quelques minutes pour te présenter, puis nous expliquer un petit peu ton parcours pro. Ouais, écoute, mon parcours pro, ça va être long et compliqué à la fois. Mais j'essaie de faire ça condensé. Après, t'es pas obligé de le faire condenser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est juste tu le prends dans l'ordre que tu trouves qui a le plus de sens. Je pense chronologique, ça nous arrangera là. Puis au fur et à mesure, on rebondit, puis on fait des écarts, puis... Ouais, OK. Dans le fond, fait que moi, grosso modo, je suis développeur web, là, donc, et front-end et back-end pour ceux qui connaissent ça. Pour ceux qui connaissent pas du tout, j'écris du code. Fait que je passe mes journées à écrire du code pour, idéalement, mettons, tout ce qui est web, mais aussi mobile. Là. Fait que création d'applications mobiles, des sites web, des grosses applications web-based, des trucs comme ça. Fait que c'est principalement ce à quoi je passe mes journées. Pour mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait, je vis au Canada. Là, fait que pour ceux qui écoutent de la France, au Canada, les demandes ou les exigences sont un peu différentes. Bref, je disais, j'ai un parcours un peu atypique parce que moi, j'ai fait mes études en design. Fait que vraiment en design UI, mais d'impression. Là, fait qu'à la base, vraiment pour travailler sur des grosses presses imprimées et tout. Quand tu dis que tu as fait tes études en design, c'est directement sorti de l'équivalent du bac? Non, dans le fond, c'est l'équivalent d'un BTS en imprimerie. OK. Mais au lieu que ce soit la portion vraiment, j'imprime sur des plaques et j'apprends à imprimer, c'est plus la portion monter les documents, monter les graphiques, les affiches, les trucs comme ça et tout. Fait que c'est vraiment là-dedans que je suis sorti de l'école. Pour les auditeurs qui viendraient du Québec qui nous écoutent, ça, c'était ton cégep, du coup? En fait, c'est une formation professionnelle. Là, fait que c'est pas cégep, c'est comme une alternative au cégep. Là. Au Québec, tu peux soit faire cégep, qui est comme un peu équivalent de... Pour ceux qui nous écoutent, c'est comme entre la fin de lycée puis le début d'études supérieures. C'est comme entre 17 et 19 ans en général? Oui, c'est ça, exact. Mais en fait, si je reviens même avant mes études en design, moi, je faisais au Québec ce qu'on appelle secondaire. Là, fait que l'école, jusqu'à 15-16 ans, normalement, se termine. Puis après, on peut faire cégep, là, fait que soit un BTS ou des trucs comme ça. Là, puis après ça, faire l'université et tout. Ben moi, en fait, j'ai quitté un peu illégalement. Là, fait que j'ai quitté, en fait, l'école parce que j'étais juste tanné. Ça me fitait pas. Tous mes amis étaient plus vieux, donc eux avaient fini, étaient passés au cégep, passés à d'autres étapes. Puis moi, je stagnais où j'étais. Fait que j'ai comme décidé à 15 ans, de absolument comme tout laisser tomber, d'aller travailler dans des entrepôts, à préparer des commandes pendant comme quelques années. Je suis resté là pendant 3-4 ans. Puis ensuite de ça, je suis revenu sur les bancs d'école où là, j'ai fait, comme je disais, là, j'ai fait vraiment les études en design. Je peux comprendre à 15 ans ce qui te pousse à pas vouloir continuer les études puis à juste vouloir travailler puis peut-être aussi gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait que tu fais le chemin inverse quelques années plus tard? Ouais, en fait, j'ai fait le chemin inverse. J'avais de souvenirs 21, peut-être, quelque chose comme ça. Fait que il y a quand même plusieurs années qui ont passé. Fait qu'autour de 21 ans, j'ai voulu faire le chemin inverse parce que mon rêve à moi, ça avait toujours été d'écrire du code, de travailler sur des sites web et tout. Dans ma jeunesse, à moi, mon père travaillait chez un équivalent d'EDF, là, fait qu'Hydro-Québec au Québec. Et puis, il ramenait son ordinateur à la maison tous les soirs. Puis, à l'époque, là, c'était comme les vieux modems qu'il fallait connecter le téléphone à l'intérieur pour avoir accès à Internet. Puis moi, dès que mon père m'amenait ça, je trifouillais partout. Je créais des petits sites web, je créais des trucs. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Puis en grandissant, à un moment donné, ce rêve-là restait à l'intérieur de moi. Même si j'haïssais l'école pour mourir,
Fait que quand j'ai eu 22, 23 ans, ben, j'ai décidé, OK, tu sais quoi, je vais retourner aux études, puis je vais me rapprocher le plus possible de ça. Normalement, pour être développeur et tout, en tout cas au Québec, tu sais, on parle plus fin cégep, université, là, fait que, tu sais, vraiment comme, si je me trompe pas au niveau des bacs pro en France. Ouais, ça dépend vraiment de pas mal de choses. En général, c'est plutôt bac plus 2, bac plus 3 en France. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis bref, j'avais toujours pas la patience de faire toutes ces études-là. Puis je savais pas par où les prendre non plus. Fait que bref, j'ai commencé en me disant, je vais étudier en design et tout, où on a fait une petite portion web. Là, c'était à peu près, là, je te dirais, un 10 ou 15 de la note finale. Fait que c'est quand même pas très, très gros. Mais suite à ça, euh, je reviens un petit peu, mais suite à ces études-là, quand il me restait environ là, 2 ou 3 mois pour finir mes études, j'ai mis une annonce en ligne tout bonnement sur un site de recherche d'emploi proposant mes offres de graphisme. Puis en fait, il y a quelqu'un qui m'a approché tout de suite, qui m'a embauché, puis ça a été mon premier travail dans le domaine. Mais lui avait un autre besoin aussi qui était, ah ben oui, il me faut quelqu'un qui fait des visuels et tout ça, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui fait des sites web. Fait que ça tombait super bien. Fait qu'après ça, ben moi, j'ai comme fait les deux là-bas, j'ai pris de l'importance là où j'étais. Fait que tout mon côté programmation, là, je l'apprenais moi-même, là, donc vraiment en autodidacte pour les. T'as littéralement fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. T'as appliqué Exactement. pour un travail où tu devais être développeur web alors que t'étais pas développeur web, puis t'as appris sur le C'est tard. ça. Puis j'ai quand même eu la chance que cette personne-là, en fait, est venue me chercher. C'est-à-dire que j'ai pas appliqué sur un poste pour essayer de trouver puis de dire, ah, je sais pas faire ça. Ouais, en plus. C'est vraiment, j'ai dit, hey, moi, je fais des sites web, j'étudie en design, tu sais, j'essayais d'ouvrir, je mets des grosses parenthèses, là, mais d'ouvrir mon entreprise, là, fait que de me placer un peu en travailleur libre, là. Puis en fait, cette personne-là a vu ça, m'a engagé. Je devais encore faire mes stages au moment même où il m'a donné, en fait, la proposition de travail. Fait que suite à ça, ben, juste avant, en fait, de finir, je suis parti là, 1 mois en France, là, donc 1 mois à Lyon, travailler chez Merck Serono. Je ne sais plus si c'est toujours le même nom, là, mais en tout cas, bref, la compagnie pharmaceutique où je suis fait mon stage là-bas pendant 1 mois, là, où je faisais des affiches, des trucs publicitaires. Ok, ça c'était pour valider ton diplôme en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, je suis resté plusieurs années. La première compagnie qui m'a engagé s'appelait Hypercube. Je suis resté plusieurs années là-bas. Ensuite, ça a été vendu, racheté par une autre entreprise. Je suis monté en grade. Je faisais toujours du développement, mais je faisais aussi de la gestion de projet. Euh, je gérais comme une équipe de développement, là, fait qu'avec toujours comme 3 ou 4 développeurs, plus moi. Après ça, j'ai changé comme quelques fois de travail là, pour question d'augmentation de salaire aussi, puis de voir un peu autre chose. Là. Tu as changé quelques fois d'employeur, mais tu es resté toujours dans le développement web. Ouais, c'est ça. Je suis resté toujours dans le développement web. C'est sûr que au travers de ça, comme je dis, j'ai eu plusieurs titres. Là. C'est-à-dire que je me suis occupé d'équipes. Des fois, j'étais juste vraiment développeur. Ce que je préférais faire, c'était vraiment faire du dev. Et que c'était plus facile pour moi de retourner développeur que de faire de la gestion de projet, des trucs comme ça. Ça m'ennuyait un peu, mais quand il fallait le faire, il fallait, puis je le faisais. Là, Ok. Et là, on est rendu en quelle année à peu près? ben, je peux fast forward plusieurs années jusqu'à il y a à peu près 10 ans. En fait, quand on s'est rencontrés, il y a 10 ans quand même. Ouais, ça commence à faire, hein? Ouais, ça remonte à loin. Fait que bref, il y a une dizaine d'années, on travaillait ensemble. En fait, j'étais développeur web, j'ai changé quelques fois d'équipe à l'interne, mais c'est quand même un endroit que j'adorais. Après, bon, tu sais, moi, c'était juste avant la COVID, si on remonte juste avant la COVID, qui explosait à peu près partout, pareil, au même moment, là, 2020. 2020. Ouais. Fait que, tu sais, juste un petit peu avant, là, mettons, disons, un an avant, 2020. En fait, moi, ma conjointe, là, qui est maintenant ma femme, est déménagée à Ottawa, donc à 2 heures d'où je travaillais tous les jours. Ok. Fait que ça faisait quand même assez loin. Fait que ça a comme donné un petit coup de pied en me disant, ben, tu sais, j'ai envie de me rapprocher euh, de mon amoureuse. Donc, j'ai quitté principalement pour cette raison-là. Ok. Fait que bref, j'ai décidé de quitter pour m'en aller dans la région d'Ottawa où j'ai trouvé un travail. Écoute, je l'expose parce que les conditions sont spéciales, mais que j'ai trouvé complètement pourri. Juste pour dire, je suis resté
2 semaines. OK. Juste pour dire à quel point je détestais ça. Bon, peut-être 3. Là. Il me semble que je leur ai donné 1 semaine comme pas de préavis, mais en tout cas, pour les aider, là, parce que, De politesse. ouais, de politesse, disons ça comme ça. Mais en fait, je détestais ça. Tu rentrais le matin, il y a pratiquement personne qui te parlait. C'était dans une église. Fait que c'est une ancienne église. Tu rentres le matin, tu déposes tes trucs, tu montes en haut et là, tu as affaire littéralement à une pièce remplie de développeurs, les lumières complètement éteintes, interdiction d'ouvrir une lumière, une fenêtre, quoi que ce soit. On reste dans le noir. Et là, tu travailles en silence pendant 8 heures. Et c'est quoi la raison d'une ambiance pareille? La raison, c'est les premiers développeurs qui sont là depuis longtemps ne supportent pas la lumière, d'avoir des fois des reflets dans leurs écrans, donc pas de lumière pour personne. OK, mais comment ça peut marcher à long terme pour une équipe qui grossit puis une entreprise qui grossit? Que j'ai du mal à... Honnêtement, je ne sais pas. C'est parce qu'on vit aussi dans une réalité, ben, c'était d'autant plus vrai à l'époque, là, ça l'est un petit peu moins maintenant, mais ça reste vrai, là. On vit dans une réalité où dans les métiers de la tech comme ça, tu peux facilement trouver un autre travail. C'est un luxe que certains n'ont pas de dire, OK, tu sais quoi, l'entreprise est vraiment trop nulle, puis je suis dans une grande ville, je vais juste démissionner puis trouver autre chose. Je comprends pas comment une entreprise comme ça continue à réussir à garder du monde, en fait. Ouais, ben, tu sais, c'était quand même une des seules entreprises du coin qui était assez grosse, qui était 100% francophone. Il y avait des choses intéressantes dans le sens où c'est une entreprise de service, donc qui louait ses développeurs à d'autres entreprises. Fait qu'il y avait beaucoup de voyagements, beaucoup de fois, on nous disait, ah ben là, il faut aller chez tel client. Fait que là, tu sais, tout est payé, tu t'en vas là-bas 2, 3 jours, c'est le fun, là, tu reviens après. Fait que je comprends l'engouement pour certaines personnes de se dire, ah ben c'est cool, euh, je me ferais promener dans la province gratuitement, là, si on veut. Les salaires n'étaient pas ultra élevés non plus. Là. Correct, mais c'est vraiment pas les meilleurs que j'ai eus. Mais c'est ça. L'ambiance était pas super, super. Et puis en plus, tu sais, comble des choses, je suis parti de Montréal pour aller travailler à Ottawa. Et puis une fois à Ottawa, on me dit ton client est à Montréal, tu vas devoir y aller 2 jours par semaine. Magique. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça faisait aucun sens. Bref, c'est ça. Je suis resté là. J'ai fait 1 semaine, moi, comme mon training. La 2e semaine, je suis allé chez le client. Le client m'a dit, je veux que tu viennes tous les vendredis. Ça va être vraiment cool et tout. Je suis retourné à la maison le soir en revenant de chez le client. J'ai dit à ma blonde, je dis, écoute, ça le fera pas. Je déteste cette place-là. Je peux pas rester. Fait que suite à ça, j'ai décidé de partir vraiment à mon compte. Là. Je sais plus comment on dit en France, auto-entrepreneur. Bah, en fait, tu peux dire à ton compte, ça marche aussi en France. Je te poserai des questions après sur comment c'est géré quand tu te mets à ton compte. Mais c'est surtout légalement, c'est pas du tout les mêmes manières de gérer quand tu démarres une activité à ton compte en France et au Canada. Donc, clairement, je reviendrai dessus plus tard. On pourra en parler aussi, voir c'est quoi les différences. J'en profite pour te poser une question. À ce moment-là, c'est toi qui démissionnes. Comment ça marche au Canada quand tu démissionnes au niveau de tes droits au chômage? Est-ce que tu as le droit à quelque chose en attendant que tu retrouves un autre travail ou est-ce que tu es sans revenu à ce moment-là? Oui, en fait, quand tu démissionnes, tu te trouves à tomber sans revenu, sauf s'il y a vraiment euh, tu sais, une cause légale qui t'oblige à démissionner. Là. Ouais, bah, c'est pareil en France. Un déménagement pour un rapprochement familial ou pour ce genre de choses. Si c'est de ton initiative la fin du contrat, tu n'as pas tes droits au chômage qui s'ouvrent, donc tu n'as pas de revenus le temps que tu trouves autre chose. Ok, donc clairement tu rentres le soir, tu dis ça va pas être possible, tu décides de démissionner, de te mettre à ton compte. Que se passe-t-il? Ouais. Donc, je décide de me mettre à mon compte. La première étape, c'est de m'acheter un ordi, de m'équiper et tout. Puis en même temps, j'avais jamais fait ça depuis des années. Là. En fait, j'avais jamais fait le saut de me dire, je pars au complet sans avoir de travail. Je prenais des petits contrats à gauche, à droite, mais là, c'était comme un grand saut pour moi de me dire, OK, j'ai plus de job, il faut que j'assure un certain revenu. Ça a quand même bien été. Le mot de la fin, c'est ça a super bien été même. Ok. En fait, le lendemain, je me réveille plein de motivation. Je m'en vais sur LinkedIn, je regarde des anciens collègues. Je leur envoie tout un petit message à ceux
que j'ai des bons contacts. Là, fait que, tu sais, je démarche pas n'importe qui. Le but, c'est d'écrire le plus à mes anciens amis avec qui je travaillais à l'extérieur, de dire, ah, tu sais, je pars à la pige. Et puis, de fil en aiguille, il y a 2 ou 3 personnes qui me disent, ah, ben oui, justement, on cherche un développeur chez nous et je vais te passer le contact de la bonne personne. Puis, tu vas pouvoir regarder, voir si eux veulent embaucher un pigiste. Moi, à ce moment-là, j'ai pas envie de retourner temps plein. Je me dis, j'ai vraiment envie de faire fonctionner ma fibre entrepreneuriale, puis de faire mes choses, puis de pas me retrouver coincé, surtout comme je pouvais l'être avec... Tu veux pas faire le travail d'un salarié sans le statut de salarié. C'est ça, exact. Fait que je me dis, OK, ben, tu sais, je vais offrir une banque d'heures. Fait que là, finalement, je parle avec eux. Je leur dis, ben, écoutez, moi, je peux vous donner 20 heures par semaine. Ils me disent, OK, c'est bon, on te le prend pendant 1 mois. Fait que pendant 4 semaines, on te paye 20 heures par semaine. Puis on t'envoie des commandes de dev, des trucs à faire. On te met ça dans un équivalent de Jira, là, pour ceux qui connaissent, avec une espèce de tableau où on peut voir différentes tâches, où on a des cartes avec plein de détails et tout. Fait que pendant 1 mois, je roule ça. Puis finalement, l'expérience se passe super bien. Donc, je renouvelle un 3-4 mois supplémentaire jusqu'à ce que, ben, finalement, la COVID arrive. Puis tout le monde se retrouve à devoir travailler à distance. Et fait que là, ça change un peu les choses, puis ça brasse un peu pour tout le monde. Juste avant ça, avant qu'on tombe dans le Covid, là, tu as renouvelé pour 3-4 mois, tu es toujours sur une base de 20 heures semaine avec ce client. Oui, exactement. Est-ce que toi, en parallèle, tu essayes de compléter pour avoir plus d'heures ou est-ce que tu estimes qu'avec ces 20 heures-là, justement, tu peux travailler moins puis avoir un niveau de vie qui te convient puis ça te permet une souplesse que tu n'avais peut-être pas avant? Oui, ben en fait, au début, je chargeais pas si cher que ça. Donc, ça veut dire que mes tarifs étaient quand même assez bas, donc, étant donné que je venais de me lancer. Puis, j'étais pas certain de combien de temps ça allait durer. Fait que j'essayais de faire le plus possible pour accumuler un petit coussin. Fait que j'ai eu quelques clients en même temps. Fait que j'ai eu eux qui étaient comme 20 heures. J'en ai eu un autre. Il fallait prendre un vieux site web puis l'adapter pour téléphone mobile, donc refaire le code en arrière et tout. J'ai eu quand même quelques petits contrats en même temps qui a fait que j'ai pu, en fait, pas accélérer, là, mais ouais, c'est ça, mettre de l'argent de côté. Puis, Ouais. Ok. ça a quand même été bien. J'en profite, je sais pas si c'est trop le bon moment dans le flow, mais je vais en profiter maintenant parce qu'on en parle. Là, tu es encore à ton compte à ce moment-là. Comment ça marche en termes de démarche au Canada quand tu veux te mettre à ton compte? Parce que là, clairement, tu nous racontes que tu t'es mis à ton compte du jour au lendemain puis tu as commencé à travailler. En France, tu peux plus ou moins faire ça. C'est pas aussi simple, cela dit, même si tu veux te mettre juste, je mets des guillemets, hein, juste auto-entrepreneur, qui est le statut le plus simple légalement en France pour facturer à ton compte. Mais tu as quand même d'administratif à faire. Et puis après, tu as des déclarations, des taxes, des choses comme ça, des cotisations qui vont avec sur une plateforme dédiée. Comment ça se passe au Canada quand tu veux te mettre à ton compte sur une ouverture d'activité comme ça? Écoute, ça se ressemble un peu. Dans le fond, il a fallu que je lise sur le site du gouvernement du Québec comment ça allait se passer, vu que c'était la première fois. Puis en fait, si tu travailles à ton nom, c'est-à-dire que si moi je mets mon nom personnel sur mes factures et que de ce revenu-là, je gagne moins de 30 000 par année, je ne suis pas obligé de charger les taxes. Fait que je ne suis pas obligé de m'inscrire aux taxes et tout. Fait que ça allège quand même beaucoup. Si j'ai bien compris, puis c'est ce que j'avais déjà compris dans le passé, si tu gagnes moins, si tu factures moins de 30 000 dollars, donc dollars canadiens, hein, pour ceux qui nous suivent, si tu factures moins de 30 000 dollars canadiens sur une année, tu n'as absolument aucune démarche administrative à faire autre que déclarer correctement ces 30 000 dollars-là pour prouver que tu en as moins de 30 000, puis garder les factures pour, si tu as un contrôle, prouver que tu as bien facturé moins de 30 000. Oui, ça ressemble à ça. Tu peux ouvrir en fait un numéro d'entreprise là, qui appelle un NEQ, donc numéro d'entreprise Québec, où là, en fait, ça va te permettre, au lieu d'identifier les factures en mon nom, prénom personnel, de pouvoir dire, ah, c'est une entreprise qui va charger, même si mon nom est associé à ça. Et puis là, au-dessus de 30 000, ben là, il m'oblige à facturer les taxes. Donc, ouvrir des numéros de taxes, faire la paperasse pour. Puis si je le fais pas, bien évidemment, je vais devoir le débourser de ma poche.
Ok, mais là, on parle des taxes, notamment TVA, choses comme ça. Mais est-ce que toi, sur ces factures que tu donnes, mettons, tu factures 2 000 $ pour une prestation, est-ce que toi, tu as des cotisations là-dessus que tu dois redonner à une administration publique, peu importe laquelle? Oui, exactement. Dans le fond, de la façon dont ça fonctionne au Québec, c'est si je facture 2 000 $ et que mes numéros de taxes existent, donc soit je fais plus de 30 000 ou soit j'ai décidé d'ouvrir mes numéros de taxes au moment de la création de mon entreprise, ce que moi j'avais fait dans le passé, ben à ce moment-là, je dois charger là, 14,97,5. Là, fait que mettons 15. Puis à ce moment-là, donc moi, je récupère tout l'argent quand le client me paye. Moi, j'ai ça dans un compte de banque de côté. Et puis, pour la première année, donc je vais faire un rapport annuel qui, là, je vais leur mentionner combien j'ai gagné, combien ont été mes dépenses. Il y a plein de calculs qui se font. Et je vais aussi leur mentionner voici l'argent que j'ai collecté des taxes. Puis eux vont me dire OK, ben sur ce, euh, tu nous redonnes, dans le fond, là, tu sais, tout le montant que tu as cumulé. Ok, donc si j'ai bien compris, ça veut dire que si tu décides vraiment de te lancer comme ça du jour au lendemain, que tu n'as pas envie de déclarer tes numéros de taxes parce que tu n'es pas obligé, puis que tu fais moins de 30 000 $ la première année, tu payes pas ces cotisations-là. C'est ça, exactement. Ben, c'est sûr que ouais, tu vas te trouver quand même sur tes impôts. Là, fait qu'à la fin de l'année, il y a quand même une portion que tu vas devoir. Oui, tes impôts sur le revenu. Exactement, donc impôt sur le revenu. Non, mais parce qu'en France, tu es obligé de cotiser pour l'URSSAF, en l'occurrence, donc c'est toutes les cotisations sociales globalement, si je fais un raccourci. Mhm. Tu es obligé, quoi qu'il arrive, de cotiser pour cette administration-là. Et en plus de ça, évidemment, tu es taxé sur tes revenus à la fin de l'année. Tu n'as pas de moyen de dire en dessous d'une certaine somme, c'est une activité professionnelle sur laquelle je cotise pas. Et du coup, au Canada, l'autre partie, si je me trompe pas, c'est que si dès le début de ton activité, dès le 0 $, tu décides d'avoir un numéro de taxe, tu peux, dès ta première année, commencer à dire j'ai de l'achat de matériel que je vais rentrer dans ma comptabilité, j'ai des frais kilométriques, peu importe que je vais rentrer dans ma comptabilité, qui vont rentrer dans le calcul de cotisation à la fin de l'année quand tu fais ta déclaration. Oui, exactement, exactement. Ça, dans le fond, ça va baisser le taux d'imposition de ton entreprise que tu dois redonner et tout. Là. Ok, parce que ça, globalement, en France, c'est pareil. Quand tu déclares une entreprise, donc il y a 1 million de statuts d'entreprise, puis je les connais vraiment pas bien en France, mais quand tu déclares, tu t'enregistres au registre des entreprises, que ce soit une entreprise individuelle, une SARL ou peu importe, ça existe absolument, mais tu as énormément de frais annexes, notamment si tu veux fermer ton entreprise, ça peut pas se faire juste en claquant des doigts. Mhm. Et globalement, alors je l'ai jamais vécu personnellement, mais il semblerait que tout le monde te dise si tu te lances dans ce genre de choses, tu prends un comptable pour t'aider parce que seul c'est vraiment complexe. Mais si tu es auto-entrepreneur, chose qui est très simple à gérer par toi-même, tu n'as absolument aucun moyen de dire ça c'est de l'achat pour mon entreprise, donc je le déduis de certaines taxes ou quoi que ce soit. C'est tout à ta charge personnelle, dont la responsabilité légale. Ben, la responsabilité légale, nous, oui, là, c'est aussi ça. Ok. Par contre, on a l'avantage de pouvoir déduire plein de choses. C'est-à-dire que un des gros avantages, c'est qu'on peut déduire une portion, comme de notre maison ou de notre appartement, donc des frais reliés à ça. Ouais. Fait que je pense que c'était comme un 5 10 quelque chose comme ça, que je déclare la maison étant mon bureau. Ensuite, la facture d'électricité, mes factures de téléphone. Tout ça, je peux les passer directement sur mon statut d'auto-entrepreneur. C'est sûr que c'est pas remboursé à 100 on s'entend. Non, mais ça vient te réduire tes bénéfices, donc te réduire tes cotisations et tes taxes. C'est ça, exactement. Exactement. C'est quand même bien fait pour ça. Ça, tu peux pas le faire en France quand tu es auto-entrepreneur, tu peux absolument le faire quand tu as une entreprise. Mais c'est ça, en fait, c'était pour mettre en avant, moi je le savais déjà un peu, c'était pour mettre en avant que vraiment l'étape initiale de dire je vais me lancer à mon compte permet des choses quand même assez souples au Canada dès le début. Après, il n'y a aucun système parfait, puis on a d'autres réalités aussi, aussi bien économiques que sociales en France. Mais globalement, se lever du jour au lendemain puis dire je vais essayer de monter quelque chose, puis j'ai besoin d'acheter un peu de matériel et des choses comme ça, c'est pas exactement les mêmes calculs puis la même façon de faire ton lancement en France et au Canada. Donc en tout cas, tu es à ton compte, tu as lancé ce truc-là, ça fait plusieurs mois que ça dure, tu as commencé à sécuriser un petit peu, et le Covid arrive. Quand le COVID est arrivé, ça a été un peu spécial parce que là, tout le monde voulait les gens qui travaillaient à distance. Il n'y avait plus de différence entre un travailleur
pigiste ou un travailleur de l'entreprise. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus de contrats, là, étonnamment, qui sont rentrés parce que, justement, les gens étaient comme, OK, ben, tu sais, ça brasse dans mon entreprise, les gens, ils s'en vont, il y en a plein qui sont malades, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de mesures, il y a plein de tout. Fait que pendant ce temps-là, nous, ça a été un peu plus proactif, puis j'ai eu beaucoup plus de contrats, des gens qui disent, OK, ben, je te donne ça comme projet en entier, il faut que ça soit fini dans 6 mois, quelque chose comme ça. Puis tu t'occupes de A à Z de tout faire. Puis pendant ce temps-là, moi, je gère la crise COVID au sein de mon entreprise. Est-ce que tu sais si c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait licencier à ce moment-là, ça a réduit les effectifs pour sécuriser la trésorerie de l'entreprise ou pour d'autres décisions entrepreneuriales plus ou moins discutables. Puis, en échange, vu qu'il te faut quand même de la main-d'œuvre, ils sont venus prendre des freelances. Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne observation. C'est possible. Personnellement, à ce moment-là de l'histoire, si on veut, moi, je connais personne dans tous mes amis développeurs ou designers ou en tout cas dans le domaine qui ont perdu leur emploi. Ok, donc t'as pas eu l'impression, toi non plus, dans tes contrats à ce moment-là qui sont rentrés, d'avoir hérité du travail de quelqu'un qui était salarié avant toi? Non, c'est ça. J'ai pas l'impression. À ce moment-là, je faisais aussi affaire avec une grosse entreprise qui, elle, dispatchait des contrats par-ci, par-là. Puis j'en ai eu beaucoup plus à ce moment-là. Parce qu'eux n'arrivaient plus à fournir. Fait que là, ils me disaient, OK, ben, on déload comme sur toi certains contrats. Fait que là, moi, je les ramassais. Ok, mais c'est fou parce que ça veut dire que c'est une période mondiale où globalement l'activité baisse pour tout le monde. Ouais. Et toi, tu te retrouves, enfin toi et a priori d'autres, hein, tu te retrouves à avoir plus d'opportunités puis plus de contrats qui rentrent et on ne sait pas trop vraiment pourquoi en fait. Oui, effectivement. Ça a été, ben écoute, ça a été, je te dirais, je pense, mon année la plus lucrative. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, petite parenthèse, on se cherchait une maison puis on voulait déménager et tout. Fait que c'était quand même compliqué là, tu sais, avec la COVID de faire tout ça. Ouais. Mais en même temps, j'avais bien du travail. Fait que j'avais beaucoup de jobs à faire. J'avais plein de contrats. À ce moment-là, pour donner une idée, je fermais, moi, mes semaines à 30-35 heures de travail parce que j'en voulais pas plus. Parce que j'aurais pu en faire plus, mais j'ai refusé certains contrats puis j'ai fermé mon pool d'heures, là, je sais pas comment le nommer, pour pas dépasser. Là, Juste pour situer pour les gens, la moyenne d'un contrat de travail classique au Québec, c'est combien d'heures de travail par semaine? Ben, en fait, un contrat de travail type CDI, généralement, c'est 40 heures par semaine. Des fois, ça va être 37,5 parce que en mettant 37,5 au lieu de 40, ben, tu n'es pas obligé de payer certaines pauses ou certains trucs. Fait que, tu sais, les entreprises jouent un peu avec ça. Fait que généralement, c'est entre 37,5 et 40 heures par semaine. Ok. Donc toi, tu décides à ce moment-là, en étant à ton compte, de dire, ok, j'ai pas besoin d'en faire autant, donc je me paye du temps libre en faisant moins d'heures par semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je fais un peu moins d'heures, puis plus ça va, plus j'y prends goût. Parce qu'en fait, les années qui ont suivi, l'année suivante, je pense que je suis descendu à 20 heures par semaine. Puis très honnêtement, c'est une cadence qui me convenait. Là. Tu sais, je me suis rendu compte que je me forçais vraiment beaucoup dans tout ce que je faisais. Je mettais tout le jour mon 110%. Puis en descendant mon nombre d'heures, mais en augmentant ma tarification, mais j'étais capable quand même de trouver un équilibre notable où les clients, eux, ne trouvaient pas ça trop cher, donc ils trouvaient ça bien correct. J'arrivais pratiquement à offrir, je dirais, je mets des guillemets, mais le même service que je faisais en 30 heures, c'est-à-dire que je diminuais de 10 heures les heures que moi je prenais, mais en réalité, j'arrivais à fournir le même travail parce que j'étais beaucoup plus reposé, parce que quand j'arrivais devant mon ordinateur, je savais déjà exactement ce que je voulais faire. On dirait que partir avec un esprit frais, je mets entre guillemets libre, là, mais parce que je trouve pas d'autres termes, mais ça me permettait vraiment de me focusser à 100% sur ce que j'allais faire au lieu de me dire toujours ah, OK, je trouve ça long, OK, j'ai envie de prendre une pause, d'avoir l'impression d'être un peu écrasé. Ben là, j'étais vraiment bien détendu puis ça me permettait d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Ben, c'est super intéressant parce que je trouve que ça vient illustrer ton expérience, toi en tout cas, sur toutes les discussions qu'il y a. Ça fait quelques années maintenant que les discussions reviennent régulièrement sur la semaine de 4 jours. L'idée de dire que peut-être qu'en travaillant une journée de moins, on serait aussi productif. Alors, ça ne s'applique pas à
tous les corps de métier puis toutes les industries, mais que globalement, dans l'idée, sur une journée de travail de moins, on pourrait être capable d'être aussi productif justement parce qu'on serait plus reposé, plus motivé, plus à même de fournir des meilleures performances en fait sur moins d'heures. Donc c'est cool. Toi, c'est vraiment comme ça que tu l'as ressenti en tout cas. Oui, puis je rebondis en même temps sur ce sujet-là parce que je pense que tant qu'on ne le vit pas personnellement, on a l'impression que c'est fou. T'sais, on a l'impression que, ben non, ça se peut pas que tu fasses autant de travail avec 5 ou 10 heures de moins. Quand on y pense, on dirait que ça fait pas de sens. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que, puis je ramène ça à mon cas personnel, mais je prends ma douche le matin, je pense à mon travail, je pense à ce que je vais faire la journée. Quand je m'assois devant mon ordinateur, ben je suis déjà dedans. Ça fait déjà plusieurs heures que ça tourne. Puis là, je sais les problèmes que j'ai à faire. Des fois, j'ai même trouvé des solutions sans être devant mon ordinateur aux problèmes que j'ai eu la veille puis que j'étais pas capable de régler en finissant ma journée. Fait en diminuant le nombre d'heures, ben la réalité, c'est que je suis quand même tout le temps dedans. Puis quand j'arrive devant mon ordi, ben c'est vraiment pour être efficace. T'sais. J'arrive en me disant, OK, je sais exactement ce que je vais faire, je sais comment attaquer le problème, je fais ça, je fais mes affaires, ça va bien. T'sais. Ça réduisait aussi de façon drastique le nombre de réunions. Pour donner une idée, en ce moment, je suis dans un CDI, puis à toutes les semaines, euh, j'ai facilement au moins 5 ou 6 heures de réunion, dont la moitié, je pourrais m'en débarrasser. Des fois même plus de la moitié. Fait qu'il y a ça aussi, si on enlève toutes les réunions puis les trucs où on se dit OK, c'est pas nécessairement important, ben on vient d'enlever presque une journée déjà de travail. Ouais, bah, tu récupères d'une manière ou d'une autre. C'est ça, exactement. Donc, on est rendu à... Il y a eu le Covid, il y a plein de choses qui sont rentrées, tu as réussi à trouver un équilibre où toi, tu as envie et besoin de facturer moins d'heures pour trouver ton équilibre à la maison, vie de famille, perso. Ça nous amène à quelle année? C'est à peu près 2022? Ouais, à peu près en 2022. Si on fait les. C'est ça, si on suit les années, disons 2022, quelque chose comme ça, fin 2023, les gens recommencent à être obligés de retourner au bureau. Les dates, là, bon, je paraphrase les dates, là, je ne sais pas exactement, mais nous, au Québec, ça commence là, fin 2023, début 2024, où en fait, les gens sont obligés de plus en plus de retourner au bureau. Et puis là, ça crée l'effet inverse pour moi, c'est-à-dire que là, trouver du travail, c'est rendu pratiquement impossible. Les gens, ils me disent, ben, écoute, on n'a plus les budgets, tout le monde est retourné dans le bureau, il faut repayer les bureaux, il faut repayer les gens à temps plein, il faut repayer toutes les activités, tous les trucs. Fait que les entreprises avec lesquelles je faisais affaire me disent, mais en fait, on n'a plus de contrat de données, on est ric-rac, on est à sec, même nous, on trouve ça dur. Fait que là, on ne peut plus externaliser des contrats, mais aussi, on ne peut plus faire évoluer notre business comme c'était le cas avant parce qu'on dirait que tout le monde se retrouve serré. Fait que là, ça commence à être un peu plus compliqué. Fait à ce moment-là, ben moi, je décide de prendre un CDI. Fait que je travaillais, comme je disais, je travaillais à peu près 20 heures par semaine. Je retombe dans un CDI, littéralement 40 heures par semaine, punché à tous les jours, punché, je veux dire, enregistrer vraiment mes heures de travail, pointer mes heures de travail à tous les jours. Honnêtement, j'y suis encore aujourd'hui dans un CDI, ça va faire 2 ans. Ça ne me convient pas du tout, mais quand je parle avec les autres entreprises, avec les entreprises avec qui j'ai fait affaire, je sens que les gens sont de nouveau réticents à engager des externes, comme si tout ce qu'on avait dit pendant le COVID, de dire « Ah, mais en fait, on a encore pas besoin de bureau, que les gens travaillent bien de l'extérieur, on fait confiance au monde, les projets avancent même s'ils ne sont pas là. » On dirait que là, on a retourné la médaille de l'autre côté, puis là, de dire « Ah non, 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 il faut absolument que tout le monde retourne parce qu'on a pris des grosses ententes, nos bureaux en plein centre-ville sont complètement vides, puis on paye une fortune, fait que là, on va obliger les gens à revenir. » Fait que cette espèce de paradigme-là qui est revenu, c'est comme, de un, si on avait complètement oublié les bienfaits de la COVID, puis que ça a permis à beaucoup de monde de respirer, puis au niveau de la santé mentale, de se sentir mieux dans leur tête puis dans leur corps. Mais là, c'est comme si on jetait tout ça aux poubelles, puis on disait, OK, ben, il faut absolument revenir en entreprise. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Là. J'ai dit mon cas personnel, moi, je trouve ça difficile. J'ai de la chance quand même d'avoir trouvé un CDI à distance. Il en reste très, très peu. C'est-à-dire que
mon bureau est dans la ville de Québec. C'est à 3h30 de chez moi. Et puis, je travaille 100% du temps dans mon bureau à la maison. Fait que c'est quand même bien. Par contre, j'ai plus la flexibilité d'horaire puis de dire que je travaille juste 20 heures par semaine. Il faut que je sois là les 40, puis il faut que je travaille. Donc là, t'es passé de 20 heures freelance très épanoui au niveau du rythme de travail à tu reprends un CDI 40 heures semaine, puis tu le dis toi-même, c'est pas tellement quelque chose qui te convient réellement. Et d'être contraint par le CDI, puis les obligations que l'entreprise t'apporte par rapport à être à ton compte, et par le fait de faire 40 heures semaine. Je vais te poser une des questions que je pose à tout le monde. Mhm. Pourquoi tu travailles? Ouais, en fait, c'est une bonne question. Je te dirais la raison pourquoi je travaille, de un, parce que j'adore développer, j'adore programmer, j'adore créer des nouvelles choses. Euh, Ce côté-là est hyper, hyper important pour moi. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai toujours deux, trois entreprises que je développe en même temps, c'est-à-dire des projets personnels que je fais sur le côté puis que je mets en ligne. Fait qu'il y a toujours des choses comme ça qui m'animent. Fait que je travaille principalement pour cette motivation-là que j'aime et que j'adore depuis que je suis tout jeune. Après, je travaille, bon, c'est sûr, le côté financier est toujours un attrait, puis je pense que tout le monde sur ton podcast va le dire. Mais bien sûr, ça c'est logique. On en a besoin quelque part, il y a un côté logique, exactement. Mais si je pousse le raisonnement un peu plus loin, est-ce que tu as essayé de regarder s'il y a, au moment où tu cherchais un CDI, en tout cas aujourd'hui tu en as déjà, mais au moment où tu cherchais un CDI, est-ce que tu as cherché s'il y a des entreprises qui prenaient des gens payés un peu moins cher, mais moins de 40 heures? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai cherché longtemps. Je t'avouerais que des fois, je le cherche encore. J'adore l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment, puis on s'entend bien, on travaille bien, j'aime le projet aussi et tout. Mais c'est vrai que si on m'offrait demain matin des bonnes conditions, comme j'ai eu dans le passé, de pouvoir travailler à distance et aussi de pouvoir faire un 20-25 heures par semaine, mais c'est sûr que je pense que je le prendrais. Là. Est-ce que tu en as parlé à ton employeur actuel? Voir si c'est quelque chose d'imaginable ou si c'est juste 40 ou rien? Je croirais entendre ma femme qui me dit ah, essaye de parler avec ton patron pour voir s'il y a moyen. Ben, en fait, j'en ai parlé ish, c'est-à-dire j'en ai presque parlé quand je suis rentré en poste. En fait, moi, on m'avait jamais dit que c'était 40 heures. Fait que j'avais assumé que c'était 37,5 là, déjà. Fait qu'au niveau de négociation salariale, il y a eu un peu des clashs, il y a eu un peu des prises de tête à ce niveau-là. Ouais. Fait que c'est comme été une surprise pour ma première journée de travail. Là. Euh, Ensuite de ça, donc, j'ai parlé un peu si c'était possibilité de réduire, possibilité d'aller à 37, 35. Fait que, tu sais, on parle pas de 20 ou 25, là, tu sais, on parle de couper 5 heures, là, tu sais, juste pour avoir un petit peu plus de flexibilité. Puis tout de suite, j'ai senti de la réticence. J'ai comme senti que c'était pas correct. C'est ça, Ok. c'était comme coulé comme ça. Puis, tu sais, c'était un peu c'est ça, c'était un peu tabou d'en parler. Là. Bon, après, ça, c'est quelque chose qui est vrai la semaine où tu es arrivé. Je sais pas depuis combien de temps tu y es, puis je sais pas à quel point le discours peut être facile ou pas avec la hiérarchie, mais est-ce que tu penses que c'est une question que tu pourrais reposer aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que c'est le genre de choses que je me questionne. En fait, moi-même, je me demande si est-ce que j'essaie de retourner dans des projets qui me fournissent 20-25 heures par semaine ou est-ce que j'essaie de diminuer celui-là. La réalité, c'est que vu le flot de travail qu'on a, puis vu comment tout le monde sont engagés et tout, tu sais, je pense pas qu'ils seraient prêts à le baisser. Ok. Après, on est un peu mal organisé, on n'a pas vraiment personne à qui parler. Tu sais, j'ai comme un gestionnaire direct, puis c'est la seule personne avec qui on peut parler. Là. Tu sais, les autres personnes, c'est comme c'est un peu flou puis perdu dans la hiérarchie. Il n'y a pas moyen vraiment de leur parler. Tu sais, quand on leur envoie un message, ils répondent pas trop. Fait que je pense que l'entreprise veut un peu le statu quo. Là. Tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne, cherchez pas autre chose. Non, non, je comprends. Tu as déjà plus que partiellement répondu à la question, mais je vais te la poser quand même au cas où la réponse diffère. Oui. Pourquoi ce travail spécifiquement? Tu vois, le moment où je suis rentré dans ce CDI-là, c'est parce que j'avais ben, entre autres choses, là, mais quand j'avais regardé plusieurs options, donc quand je passais plusieurs entrevues de travail, cette entreprise-là, il y avait déjà des gens que moi je connaissais, avec qui j'ai travaillé dans cette entreprise-là. Fait que donc, ça me faisait plaisir de retrouver des anciens collègues, des anciens amis.
Fait que c'est OK. pour ça que j'ai pris cette entreprise-là. Là. C'est quoi ce que tu aimes le plus et c'est quoi ce que tu aimes le moins dans le travail? Dans ce travail ou dans le travail en général? Tu peux répondre aux 2 différemment si la réponse n'est pas la même. Ouais, écoute, je pense que la réponse va pas être la même. Dans le travail de développeur en général, ce que j'aime le plus, étonnamment, c'est vraiment résoudre les problèmes. Tu arrives, tu écris quelque chose, tu as une idée, tu as un objectif à atteindre, puis en fait, pour pouvoir l'atteindre, il faut que tu résoudes genre des milliers de problèmes à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que c'est très demandant mentalement, mais c'est aussi super excitant parce que tu as le sentiment d'accomplissement plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Fait que de voir une progression. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui bâtirait une maison, ben, peut se dire, OK, ben, la maison, je vois les murs qui se construisent, ensuite le toit, ensuite l'intérieur. Il y a comme les grandes étapes qui viennent motiver ce travail-là. Euh, ben, il y a aussi une bonne portion du fait que même si j'adore parler, puis j'adore les gens, mais je suis aussi quelqu'un de très solitaire. Fait que j'aime ça pouvoir m'enfermer pendant 5-6 heures de temps complètement dans ma bulle où personne ne me dérange. Puis je fais exactement ce pourquoi je suis payé. Là. Fait que je fais exactement, je fais ce que j'ai à faire, puis je connais mes trucs, puis ça va bien. T'sais. Et du coup, ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, hmm, écoute, à l'inverse, ce que j'aime le moins, c'est être pris sur un problème qui me dure plusieurs jours. On dirait que c'est contradictoire avec ce que je disais avant, mais la réalité, c'est que autant j'aime résoudre des problèmes, autant des fois, il y a des trucs qui me paraissent insurmontables, qui me prennent plusieurs jours, puis là, ça affecte mon moral ou je peux même être fâché au travail, pas envers les autres personnes, mais juste fâché du fait que j'arrive pas à trouver, puis ça doit être juste un petit truc et tout. Mais de l'autre côté, une fois que c'est résolu, je suis vraiment content. Fait que c'est comme c'est un peu montagne russe d'émotions sur le travail puis le flow des choses que j'ai à faire. Il y a ça que j'aime moins de mon travail. Après, ce qui se développe tranquillement, un truc que j'aime un peu moins, c'est que tout le monde a l'impression que ce qu'on fait, c'est facile. C'est-à-dire que vu d'un point de vue extérieur, ou même des fois à même l'entreprise, les gens vont dire ah non, mais ça a juste besoin de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est long? Ouais. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a plein d'affaires en arrière. Il y a du code, il y a de la réflexion, de la recherche. Des fois, c'est dans d'autres langages. Il y a des librairies ou des trucs externes. Est-ce que tu as l'impression que c'est un sentiment qui s'intensifie depuis l'arrivée vraiment mainstream de l'IA générative? Ouais. Parce que c'est un des premiers métiers en ligne de front, en tout cas auprès du grand public, puis c'est vraiment dans les choses qu'on voit le plus, c'est le développement web. C'est vraiment, ah bah maintenant une IA, tu lui dis un truc, puis elle te fait ton site. Ouais. Spoiler, c'est pas si simple. J'allais en venir justement, fait que ça fait une bonne transition, une bonne question. C'est un truc qui, moi, m'intéresse. J'ai toujours aimé les technologies depuis que je suis jeune. Mon père, c'est ça, il m'amenait des vieux ordinateurs, on les retapait ensemble. J'ai toujours aimé ça, j'ai appris par moi-même et tout. Quand l'intelligence artificielle est devenue populaire, moi, j'avais déjà touché à ça avant en entreprise. Fait que je connaissais le fonctionnement global. Quand j'ai vu ça s'en venir, tout de suite, je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir, moi, l'utiliser pour accélérer mon travail? Contrairement à beaucoup de monde qui se disent ah non, moi j'ai peur de perdre mon travail, de dire ah ben là, ça peut me remplacer et tout ça, bien, c'est sûr que ça peut remplacer. C'est-à-dire qu'à l'époque, faire une affiche, un poster, ben, il fallait prendre des photos, les découper, les coller à la main, puis là, avec une machine, on faisait comme une duplication de ça dans du métal, puis là, après ça, on pouvait mettre de la peinture, puis imprimer, puis tout. Puis en fait, le métier a évolué, puis maintenant, ben, on en fait de moins en moins, c'est beaucoup plus numérique, ça change. Fait que moi, je vois ça en me disant, OK, mon métier, depuis les 10-15 dernières années, je fais ça, bien, ça change tranquillement. Puis je m'attends à ce que dans 5 ans, ou dans peut-être moins que ça, là, dans 2-3 ans, bien, en fait, ma quantité de code ou ma quantité de recherche, du moins, diminue par 50, 60, 80%. La réalité, c'est qu'un développeur, ça va faire 2 choses. Ça va écrire du code, mais ça va aussi faire énormément de recherche parce que la réalité, c'est qu'on ne le sait pas par cœur.
la blague, c'est que Google, c'était comme notre meilleur ami, en tout cas à l'époque, là, parce que quand tu as un problème, tu n'es probablement pas la première personne à l'avoir eu. Donc, tu cherches partout, il y a beaucoup de communautés, fait que tu essaies de te renseigner, tout ça pour essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus possible d'une solution. Ça ne sera jamais 100% une solution. Il te manque toujours de l'info. C'est là que l'expérience va embarquer, de dire, OK, je dois m'informer sur un truc pour après ça résoudre mon problème. Je vois l'intelligence artificielle, si je retourne à ça, comme étant, hey, j'ai un cerveau qui me permet de faire des recherches en accéléré, mais à un autre niveau. Fait que peux lui exposer mon problème si j'ai la connaissance. Donc, je lui expose mon problème. Puis lui, il va me trouver des pistes de solutions, des articles à lire. Puis ça va me permettre, en fait, d'alléger ma quantité de recherche. Là où il y a comme un truc inconfortable en ce moment, vous avez sûrement entendu parler de ça, ce qu'on appelle le vibe coding. Je connais, mais tu peux expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. En fait, le vibe coding, ce que c'est des gens qui se disent développeurs, qui se disent, OK, moi, je prends une intelligence artificielle et je lui fais créer un site web ou une application web à partir de zéro. Fait que la personne va aller dans l'intelligence artificielle, va dire, OK, crée-moi une application qui fait ci, qui fait ça, qui répond à tel besoin, qui a un truc de connexion, que je peux enregistrer des nouveaux utilisateurs. Go, vas-y. Puis là, il va laisser ça rouler. Puis la réalité, là, c'est que ça va faire quand même un bon travail, mais ça va aussi se baser sur toutes les erreurs puis tous les problèmes que les gens ont croisés. Fait que l'intelligence artificielle a lu pratiquement l'intégralité de l'Internet. Je mets un gros astérix à ça, mais il a lu beaucoup, beaucoup de trucs qui existent sur Internet. Puis il va essayer avec ça de recréer quelque chose de fonctionnel. Généralement, les gens finissent par y arriver. C'est-à-dire que j'ai aucun doute que quelqu'un qui fait ça pendant plusieurs heures peut arriver avec un truc fonctionnel. La seule chose, c'est que généralement, c'est vraiment pas optimisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lenteurs, il va y avoir des choses qui vont se répéter, qui normalement devraient être plus optimales pour les téléphones mobiles, pour changement de connexion. C'est ça, ça fait une excellente base de travail pour faire une preuve de concept, pour faire une maquette, pour même faire une V1 de quelque chose avec très peu de connaissances, puis vraiment vite. Par contre, le travail de le sécuriser, de l'optimiser, de le rendre multiplateforme correctement et toutes ces choses-là, ça prend quand même un professionnel derrière. C'est ça, exactement. Pour l'instant. C'est ça, pour l'instant. Après, est-ce que ça va changer? Assurément. Moi, je m'attends à ce que ça change vraiment beaucoup, puis je m'attends à ce que dans le futur, puis tu sais, quand on était jeune, on disait, le futur, les voitures vont voler dans l'espace, puis c'est dans 50 ans. Mais moi, je m'attends à ce que le futur, ça soit vraiment pas si loin que ça. Puis où mon travail, dans le fond, ça va être justement de valider puis d'implémenter j'ai le terme des bons patterns, là, fait que des façons adéquates de faire des requêtes extérieures, d'enregistrer des données de façon sécurisée, de m'assurer que tout est accessible, fait que les gens qui ont des lecteurs, là, fait que par exemple les aveugles ou les malvoyants qui ont des lecteurs qui puissent être capables de naviguer sur le site quand même ou d'utiliser la plateforme quand même. Fait qu'il y a comme plein d'aspects hyper importants que pour l'instant l'intelligence artificielle essaye de faire comme il peut, mais c'est généralement des trucs un peu plus cachés ou un peu plus, je peux dire compliqués. C'est vraiment super intéressant. En vrai, je pense que je pourrais parler 2 heures avec toi, même plus, d'intelligence artificielle. On pourrait aller vraiment, vraiment loin, aussi bien sur les concepts théoriques que techniques, que de l'utilisation quotidienne, que des limites que ça peut avoir. Je vais quand même avancer un peu parce qu'on va perdre pas mal de monde, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est pas le sujet pour lequel ils sont forcément venus non plus. Oui, parfait. Tout à l'heure, il y a plusieurs moments qui vont me faire rebondir sur le prochain sujet. Tu disais, donc il y a eu des moments où tu as eu plus ou moins d'heures de travail. Là, tu es de nouveau à 40. Dans un monde idéal, tu aimerais bien redescendre. Tu as aussi dit que tu étais à travailler de la maison 100% du temps, donc que ton bureau, il est dans la maison. Ouais. Comment tu gères de manière globale dans ta vie, au fil des années, puis aujourd'hui, puis ta situation spécifiquement aujourd'hui, comment tu gères ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Puis je mets une emphase spécifique, tu disais tout à l'heure, même quand je travaille pas, en fait j'y pense. Je réfléchis quand même à un sujet, je suis sous la douche, je trouve une solution, je trouve une idée, peu importe. Comment tu gères ton équilibre et ta sérénité entre ta vie pro et ta vie perso?
Ouais, c'est vraiment une bonne grosse question. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que je travaille en fait, de mon bureau, donc je travaille de la maison 40 heures par semaine. Il y a aussi ma conjointe qui travaille dans le même bureau que moi. C'est-à-dire que les deux, on travaille pour des entreprises différentes, mais on est aussi les deux dans le même petit bureau là, qui fait, je sais pas, là, quelques mètres carrés. C'est pas excessivement grand. Fait que ça aussi peut amener ces genres de défis. Par contre, on est les deux très, très assidus au travail. C'est-à-dire que on est vraiment chacun dans notre bulle. Quand on a des réunions, il y en a un qui, soit on fait attention à l'autre, ou quand c'est des trucs vraiment, vraiment importants, ben, il y en a un qui peut partir avec l'ordinateur portable. Dans l'ensemble, on trouve quand même un moyen que ça se passe bien. Là. Je pense que c'est à chaque fois que je dis ben, je travaille dans le même bureau, ma blonde est à côté, je pense que les gens, ils se demandent toujours ah, ouais, ça se passe bien, vous vous chicanez pas et tout. Ben, la réalité, c'est qu'on essayait de faire des projets ensemble. C'était vraiment plus difficile au niveau du travail. Là, c'était vraiment plus difficile. Par contre, comme on travaille vraiment côte à côte, pas sur les mêmes choses, ça se passe bien. Là, Tu partages un espace, mais t'es pas non plus en train de partager un projet c'est ça. en continu Exactement. avec ta femme. Toi, t'as déjà un projet familial avec, si en plus t'as le projet du boulot. Il y en a qui le font, hein, mais c'est encore un autre équilibre. Oui, on a essayé, puis on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Euh, après ça, dans l'ensemble, c'est ça. Le défaut du travail de 40 heures, c'est que la réalité, c'est que quand je décroche ou quand les enfants reviennent de l'école, de la garderie, ben moi, même si j'ai fini mon quart de travail, mon cerveau est encore dans le travail. C'est-à-dire que le moment où je termine, il se passe 1 minute, même pas, avant que je tombe en mode OK, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mes obligations. Fait que ça amène quand même une certaine difficulté d'être capable de complètement décrocher. Le soir, j'y arrive quand même pas si mal de me dire OK, là, c'est fini, je vais m'occuper de ma famille, je change de chapeau. C'est le matin où, par contre, ça prend vraiment de la place. Je disais tantôt l'histoire de la douche, ben, je veux dire, c'est vraiment vrai, là, probablement à tous les matins. Je vais penser à OK, j'en étais où hier? OK, j'avais tel problème, est-ce que je vais réussir à le régler? Qu'est-ce que j'ai pas essayé comme solution? Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Tu commences ta journée avant de commencer ta journée. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, dans ce cas-là, je vais rebondir. Tu dis c'est au moment où tu es en train de prendre la douche dans la salle de bain. Si tu avais un trajet à faire et que tu devais aller au bureau, ouais. Est-ce que tu penses que tu auras le même problème? Parce qu'en fait, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, puis tu aurais peut-être le même problème de déjà être dans une mentalité de j'ai commencé le travail, alors qu'en fait, tu n'es pas encore parti. Non, c'est ça. C'est sûr que oui. Dans le passé, j'avais beaucoup de trafic pour me rendre au travail, puis des fois, ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie. Okay. C'est vraiment long, ça. Ouais, c'est vraiment long, mais ça arrivait quand même. Puis, tu sais, constamment, c'est soit je mets un podcast pour me changer les idées, puis à ce moment-là, je suis concentré sur mon podcast, ou soit, clairement, je pense au travail. Là, je pense à tout ce qui peut mal aller, là, ou tous les problèmes à régler. Tout. Fait que c'est sûr que peu importe la solution, le résultat est elle-même de me dire je commence à travailler dans ma tête avant d'être vraiment rendu au travail. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça, là, incluant même à l'école. Je réfléchissais aux trucs d'école avant même de me rendre. Je suis quelqu'un d'assez anxieux aussi. Fait que je pense que ça aide pas au fait de ressasser les trucs dans ma tête. C'est ça. C'est une des raisons aussi pourquoi je trouve que 40 heures par semaine, c'est beaucoup trop. C'est parce que la réalité, c'est que c'est 40 plus chaque 10-15 minutes le matin dans ma douche, plus dans mes pauses, dans mon dîner, je décroche pas vraiment, plus telle chose. C'est qu'au final... Ouais, c'est 40 heures effectives de travail, mais c'est beaucoup plus que 40 heures dans ta tête, en fait. C'est ça, exactement. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le comprennent pas puis qui ne réfléchissent pas à ça aussi. Mais de un, parce que c'est pas vraiment dans la culture, mais de deux aussi, ben, ça fait aussi en sorte que c'est drastiquement plus dur. Je sais pas, je suis payé 40 heures dans une semaine, mais la réalité, c'est que j'en passe 45-50 à réfléchir à tout ça. Fait qu'au final, ça m'en fait toujours plus. Tu arrives quand même à garder un équilibre ou il y a des moments où ça vient te peser puis vraiment apporter quelque chose de négatif dans ton quotidien? Ouais, écoute,
Je te dirais que plus ça avance, plus de façon générale, ça devient négatif. Je pense que j'en viens à un moment où me dire que du temps plein, puis du CDI, tout ça, c'est juste pas possible. Fait qu'en même temps, c'est ça, c'est tout le temps chambranlant du fait que j'aime mon travail, puis j'aime l'équipe avec qui je suis et tout, puis de me dire que je travaille beaucoup trop. Fait que il y a comme un moment où que j'ai peur d'arriver au moment fatidique de dire OK, tu sais quoi, demain matin, j'en peux plus. J'allais justement poser la question dans l'autre sens, de dire, est-ce que, bon, c'était pas pour des raisons d'heures de travail, c'était pour autre chose, quand tu as démissionné du jour au lendemain en arrivant en Ontario, mais est-ce que tu penses que, lié justement, comme tu dis, à la surcharge de travail puis à un équilibre qui ne te va plus, tu serais capable de voir des signes pour te protéger d'une manière ou d'une autre de cet équilibre qui est en train de se chambouler? Ou est-ce que justement, vu que tu n'es pas trop sûr de comment le gérer, tu as cette inquiétude de un jour je vais me lever puis ça va plus aller quoi? Ben écoute, je te dirais que physiquement, je suis pas très en forme en ce moment. Là. J'ai des problèmes de dos, mais j'ai commencé à avoir des problèmes aux poignets, aux mains. Tout ça est la résolvante du fait que je passe beaucoup trop de temps assis devant mon ordi. Puis pour ceux qui se posent la question et qui se disent ah ben il y a des moyens d'aider et tout, mais je veux dire, moi j'ai un bureau qui se lève. Fait que je lève mon bureau là, le quart de mes journées. J'ai un tapis roulant, fait que je peux marcher pendant que je travaille. Pendant mes réunions, je fais du vélo. Fait que j'essaye de rester actif. Puis malgré tout, mon corps souffre quand même de cette quantité de travail-là. Fait que c'est sûr que en ce moment, j'ai l'impression que mon intérieur crie trouve une solution, j'en peux plus. Après, ma tête, elle, rationalise les choses en me disant, ben, en fait, je suis vraiment pas si mal que ça. Tu sais, j'ai pas vraiment je mets des guillemets, mais de compte à rendre à personne. Ça se passe bien. Tu sais, le seul truc qui m'embête vraiment, c'est le nombre d'heures qui est pratiquement impossible de diminuer. Mais sinon, pour le reste, j'apprécie être là-bas. Là, tu sais. Tu parlais sédentarité globalement, d'être beaucoup assis, beaucoup stationnaire. J'ai toujours une partie normalement dans les podcasts où j'essaye de creuser un peu le sujet de l'environnement de travail. Alors c'est pas forcément juste ta position dans un bureau ou peu importe, c'est un peu tout parce que là, toi, tu nous as parlé de ces fameux bureaux dans l'église où il fait nuit, personne ne se parle, c'est déprimant. Là, tu nous parles de sédentarité. Ouais. C'est quoi ton rapport et c'est quoi le rôle que joue pour toi l'environnement de travail au global? Pour moi, dans le travail, ce qui va être le plus important, surtout quand j'ai un travail temps plein et tout, ça va être les personnes avec qui je travaille. Je pense que tu dois l'entendre 1000 fois, là, mais en fait, la réalité, c'est que je pense que si j'appréciais pas autant mon équipe, et je l'ai vu dans le passé, là, mais si je m'entendais pas aussi bien avec les gens avec qui je travaille, je pense que ça ferait longtemps que je serais parti. J'ai pris un CDI aussi, là, juste avant l'entreprise où je suis en ce moment, où j'avais vraiment un beau rôle de tech lead, là, fait qu'il y a un peu manager de technologie, là, si on veut et tout. Mais en fait, je m'entendais pas vraiment avec les gens qui étaient là. Fait qu'au bout de 7-8 mois, je suis juste parti, là, en donnant un petit préavis et en disant, ben, écoutez, c'est ça, je préfère aller vers d'autres défis. La réalité, c'est que je sentais qu'il y avait comme un blocage au niveau de l'entreprise. Je m'entendais moins avec les gens et tout. Fait que j'ai décidé de partir. Fait que ça, pour moi, c'est un truc hyper, hyper important de travailler. Fait que d'avoir du fun puis du plaisir quand je travaille avec le monde, même en étant à distance, une fois par jour ou 2 jours, je vais appeler avec qui je m'entends le mieux. Oui, on va avoir une discussion technique sur le travail, mais on a toujours un petit 5-10 minutes où on va discuter, qu'est-ce qu'on a fait la fin de semaine, comment ça va, les enfants. Il y a toujours des petits trucs pas en lien avec le travail, mais qui font en sorte que la relation est agréable puis qu'on peut, que ça donne le goût de continuer d'avancer. C'est un truc pas nécessairement naturel quand tu es à distance, au début en tout cas. Mais par contre, tu te rends compte à quel point c'est naturel et quotidien pour une énorme majorité des gens quand tu es au bureau. En fait, c'est l'équivalent de la pause café ou juste d'aller voir un collègue avec qui tu t'entends très bien, puis te faire une blague, raconter quelque chose, peu importe. Et en fait, ça, je pense, c'est cool que tu fasses ça. Je trouve que c'est important de réussir à garder ce truc-là, même en étant à distance, en fait. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que ça demande ben, pas de l'organisation, là, même pas. Là, mais c'est juste, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que sinon, ça devient vraiment, vraiment lourd comme ambiance de juste se dire, OK, on se parle 100% que du travail puis jamais rien d'autre. L'entreprise, elle est là pour que toi, tu fournisses un service puis que tu fournisses
du code puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, ton bien-être, généralement, en tout cas, ils vont un peu moins y penser et tout. Fait que si toi, tu prends pas l'initiative de te créer ça puis de te créer ta petite clique au sein de l'entreprise puis d'être bien, ben, il y a personne d'autre qui va le faire à ta place, tu sais. Tu as parlé à plusieurs reprises de l'aspect financier, aussi bien quand tu as dit que tu t'étais mis à ton compte puis que tu avais pris plus d'heures pour avoir un petit pécule de côté, qu'après quand tu as dit que c'était vraiment une bonne période financièrement, qu'après quand tu as dit finalement je suis prêt à réduire ma rémunération pour avoir moins d'heures. De manière globale, aussi bien sur comment ça marche, le jeu de la rémunération et comment toi tu te situes là-dedans, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu sais, au niveau de la rémunération, si je trouve ça juste ou quoi que ce soit, bon, on se le cachera pas, je suis dans un domaine qui, en tout cas, jusqu'à maintenant, on est quand même très bien payé. Là. Tu sais, on n'est pas, c'est pas des salaires démesurés non plus. On est quand même très bien payé. Je suis vraiment pas à plaindre de ce côté-là. Après, je sais pas si je mets, par exemple, un autre métier qui, lui, serait beaucoup plus manuel, puis que le salaire est pas nécessairement le même, ou, tu sais, bon, après, peut-être. Tu sais, quelqu'un qui va bâtir des maisons ou moi qui bâtis des applications, des sites web, j'ose estimer qu'on a à peu près le même salaire là, tu sais, de ce que je connais des gens qui travaillent là-dedans. Vraiment dans la construction, comme un maçon par exemple, tu penses que ça gagne autant qu'un développeur web au Québec? Je ne sais pas précisément, mais j'ai eu beaucoup d'amis dans le passé ou des connaissances dans le passé qui, eux, par exemple, tu sais, travaillaient avec des pelles mécaniques, des grosses grues, construisaient des maisons. Puis je te dirais que leurs salaires sont autant élevés que le mien, sinon un petit affaire plus. Puis pour eux, ça a l'air fou que moi je sois payé autant parce qu'ils disent ouais, mais tu sais, nous justement, on travaille fort, on met nos muscles, tu sais, après 20 ans, tu sais, je peux plus faire autant, je suis brisé de partout et tout. Mais la réalité, c'est qu'on a les mêmes enjeux, mais juste déplacer un peu. Et moi, être assis tout le temps devant mon ordi, mes yeux, j'ai de plus en plus des lunettes. Puis je sais que ça a l'air fou vu de l'extérieur, mais il y a beaucoup de trucs physiques quand même qui s'accumulent à être trop sédentaire. Puis de l'autre côté, oui, il y a des travails que c'est extrêmement physique, mais moi, c'est extrêmement mental. Tu sais, comme on parlait tantôt, mon cerveau, il décroche jamais. Hmm. Après, rémunération générale, bon, tu sais, comme je disais, je suis vraiment pas à plaindre parce que j'ai un bon salaire. Euh, Par contre, je sens quand même globalement qu'il y a vraiment un peu une injustice ou quelque chose qui est pas équilibré dans le sens où j'estime que j'ai quand même un bon salaire, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine inégalité dans le sens où avec mon salaire, tu sais, puis je fais pas des trucs de fou, là. Tu sais, j'ai ma maison, on est tranquille, on fait peut-être un voyage par année en avion, puis des fois même pas, tu sais, des fois aux 2 ou aux 3 ans. Tu sais, je trouve pas que c'est des conditions de fou. J'ai une auto bien normale, tu sais, chez nous, j'ai pas plein d'affaires. Tu sais, fait que vraiment, on a une vie un peu de base, mais surélevé, tu sais, si on veut. Là, tu sais. Fait que, mettons, de base, dans le top en haut, là, dû à nos salaires quand même bien. T'es confortable, mais t'es pas dans le luxe. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Puis de l'autre côté, tu sais, on a plusieurs amis dans la région où on est qui, eux, ont vraiment des salaires hyper médiocres. Puis je vois tu sais, qu'ils en arrachent avec tout, alors qu'eux aussi se donnent corps et âme du 37-40 heures aussi semaine. Fait que je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre là-dedans où les gens riches peuvent être vraiment très, 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 très riches. Puis après ça, tu sais, tout le monde est comme vraiment dans le bas de l'échelle. Fait que je trouve que c'est ça, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Tu sais, dans mon monde idéal, je veux dire, si les ultra riches donnaient 1% de leur fortune en taxes, je pense que ça permettrait à tout le monde de s'élever. Mais bon, je sais pas si, si telle est la question, là. Ok. Un truc qu'on n'a pas du tout abordé, puis je suis convaincu que tu as des anecdotes ou des choses à raconter par rapport à ça, c'est le rapport à la hiérarchie au travail. Aussi bien quand toi, tu as eu à être responsable d'autres employés, de collègues, que toi, quand tu as eu des supérieurs hiérarchiques, c'est quoi ton rapport à la hiérarchie? Est-ce que tu as eu des bonnes anecdotes? Est-ce que tu as des frustrations? C'est vraiment drôle parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment c'est vraiment très différent en France et au Québec. C'est-à-dire qu'au Québec, quand on est un enfant puis qu'on étudie à l'école, tu sais, fait que vraiment, là, depuis tout jeune, tu sais, on va dire monsieur, madame au professeur et tout ça. Tu sais, nous, c'est pas maître ou maîtresse, là, c'est monsieur, madame qu'on utilise. Puis
plus on vieillit, plus on a le droit de l'enlever. Puis quand on arrive adulte, ben monsieur, madame, là, ça n'existe plus. Chez nous, c'est on tutoie. On est tous à peu près sur le même pied d'égalité. Après, je mets une astérix parce qu'il y a certaines personnes, comme ultra riches et tout ça, qui eux vont vouloir vraiment se mettre au-dessus de tout le monde. Ça arrive, mais généralement dans les entreprises où moi j'ai été, du moins, puis beaucoup d'autres entreprises que je connais, même si le niveau hiérarchique est plus élevé, on ne fait pas de distinction entre les personnes. C'est-à-dire que si j'ai un courriel officiel à envoyer, une plainte à déposer ou peu importe dans le cadre du travail, ben là, je vais vraiment, vous voyez, mettre ça beau, mettre ça propre, ça part dans un truc officiel. Le parler officiel, entre guillemets. C'est ça, exact. Par contre, si on se croise à la cafétéria, on va manger ensemble. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Fait que c'est vraiment très, très décomplexé. Fait qu'il y a vraiment une différence comme ça là, qui se crée entre France et Québec, là, où moi, je l'ai vu quand je suis allé faire mon stage en France, où c'était très, très protocolaire. Vraiment, le respect, tu pars pas avant que ton patron aille fini et tout. Alors qu'au Québec, ben, tu fais tes heures. La personne qui est en haut de toi, ben, techniquement, est à côté de toi aussi, là, dans le sens où, même si elle a un poste plus élevé, c'est une personne, monsieur, madame, tout le monde, comme toi. Fait que tu la traites pas différemment. Bon, on traite tout le monde avec respect, mais le vouvoiement, par exemple, ça fait pas partie, nous, de la marque de respect. On va utiliser le vouvoiement vraiment, c'est ça. Si la personne est beaucoup plus vieille, par exemple, je rencontre une personne âgée. Ah, bonjour, comment vous allez? Là, on va l'utiliser jusqu'à ce que la personne dise non, 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 tu peux me tutoyer. Puis là, ben, c'est parti. On est devenus des chums. On se parle normal. T'sais. C'est marrant parce que moi, j'ai vécu 2 ans à Montréal. Hein, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, qu'on a travaillé un peu ensemble. Ouais. C'est vraiment exactement le ressenti que j'ai eu. Juste la façon de parler change énormément la façon de communiquer de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire tu à la place de vous, c'est le fait de dire tu à la place de vous. Fait que tu vas pas communiquer de la même manière avec la personne et tu vas pas naturellement te mettre les mêmes barrières avec la personne en face de toi. Et je pense que ça demande de l'expérimenter pour le comprendre. Parce que c'est vraiment pas naturel au début pour nous, en tout cas en France, de tutoyer tout le monde. D'aller à la boulangerie et puis de dire je vais te prendre 3 baguettes. Oui. What? Pas naturel du tout. Ouais, mais tu vois, justement, un des trucs que j'aime quand je vais en France, c'est que par habitude, moi, je tutoie tout le monde. T'sais. Fait que je vais dans un magasin, je vais n'importe où, je vais tutoyer les gens parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis élevé, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Mais en fait, l'avantage, c'est que comme j'ai un très fort accent canadien, ben les gens se choquent pas. Ils se disent, OK, genre, on dirait qu'ils parlent dans une autre langue, là. C'est pas sa langue primaire, même si je parle français de base. Fait que les gens, ils se choquent moins de ça. Quand ils te demandent pas de répéter parce qu'ils t'ont pas compris. Oui, exactement. Alors que quand j'y vais avec ma femme est française, mais elle, tu sais, il faut qu'elle fasse un peu plus attention. Même si on lui dit qu'elle a pris l'accent canadien, mais ça reste que, tu sais, elle doit faire un peu plus attention pour respecter un peu ce niveau protocolaire-là, alors que moi, pas du tout. T'sais. Question baguette magique. OK. Si tu pouvais améliorer une chose dans ton travail, ça serait quoi? Ouais, baguette magique, tout ce que je veux. Ben, si tu me dis je suis payé 14 millions tous les mois, je vais pas l'accepter. Tu m'as dit une baguette magique, là. Quelque chose de réaliste, mais qui n'a pas de limite de je sais que ça n'arrivera pas parce que le patron veut pas ou parce que, tu sais. Ouais. En vrai, baguette magique, là, ce que je changerais en ce moment, je couperais mes heures de moitié, mais pas mon salaire de moitié. Ouais. Fait que ça, baguette magique, là. Être payé autant pour faire la moitié. Parce que la réalité, c'est que je pense que je pourrais produire pratiquement le même travail que ce que je fais là en moitié moins de temps. Fait que ça me dérangerait pas. OK. Puis l'autre chose, ça serait d'avoir la permission, entre guillemets, de pouvoir être complètement nomade. C'est-à-dire que je suis bien chez moi, j'ai mon bureau et je travaillerai à la maison 90% du temps, mais j'aimerais aussi aller dans la belle famille en France ou aller ailleurs plein de fois dans l'année sans me soucier de est-ce que ça va déranger l'entreprise ou pas. C'est-à-dire que si j'ai besoin de le faire en ce moment,
ils sont assez flexibles pour dire, OK, tu peux partir, mettons, un mois, puis tu peux travailler, tu sais, mettons, 2 semaines à distance. Fait que 2 semaines vacances, 2 semaines à distance, ils vont le tolérer. Mais c'est pas une pratique qui est valorisée partout, là. Est-ce que c'est lié au fait que tu ne sois pas dans ton environnement de travail habituel ou est-ce que c'est lié, là tu as pris l'exemple de voyager en France, est-ce que c'est lié au décalage horaire et le fait que tu travailles plus sur les mêmes horaires que tes autres collègues? Ouais, en fait, de un, c'est lié au décalage horaire. Fait qu'il y a beaucoup ça qui aide pas. Ensuite, les conditions de travail, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais un collègue qui a travaillé en Tunisie pendant 2, 3 mois. Au final, on lui a refusé parce qu'on disait, ah, ben là, tu sais, c'est ça, la connexion, les trucs comme ça, tu sais, plein d'affaires qui se passent là-bas aussi et tout, ben c'est moins facile peut-être ou quelque chose comme ça. Fait que dans certains cas, on accepte, mais c'est sûr que ça a un impact sur la quantité de travail livré. Après, je pense que le management peut avoir peur aussi qu'on prenne ça juste pour des vacances, mais de l'autre côté, si on prend ça juste pour des vacances, ils me mettront juste à pied puis ça finira là. Dans le sens que je pense que C'est ça va se voir en c'est fait. ça. Il y a beaucoup de peur de la part des entreprises, mais la réalité, c'est que le moment où ça marche pas, ben tu fais une mise à pied puis c'est fini. T'sais. Fait que si ça fonctionne pas, tant pis pour la personne. Si elle veut le mériter, ben elle va continuer de bien travailler et tout. Ok. Qu'est-ce qui demain te ferait changer de travail? Ouais, demain, ce qui me ferait changer de travail, ça serait moins d'heures, définitivement. Fait que si on me proposait le même travail, mais moitié d'heure, là, ce que je dis avec ma baguette magique, c'est sûr, ça me ferait changer à la condition d'avoir une bonne équipe de travail. Fait que, s'il y a des gens que je connais ou s'il y a vraiment une bonne vibe, là, si on s'entend bien, par exemple, dans une entrevue ou des trucs comme ça, je pense que ça me ferait changer de travail définitivement. Ok, donc demain, si on te propose un poste avec, je vais pas prendre le cas parfait, mais je vais dire, allez, 28-30 heures de travail, puis tu gardes ton salaire, mais tu es obligé d'aller au bureau et clairement, c'est silence radio dans les bureaux, tu refuses. Ah oui, oui. Honnêtement, pour le double du salaire, je refuserais quand même. Ok, intéressant. Ouais, ouais, Après, chacun a ses valeurs et tout, mais Non, non, bien sûr, bah, chacun va avoir ses préférences, les choses qui comptent plus ou moins pour elle, puis comme tu disais, en fait, on a la chance dans nos métiers d'être avec des salaires confortables, donc on peut aussi se permettre de pas autant avoir envie de gagner plus que ouais, certaines personnes qui, comme tu disais, sont à des salaires parfois vraiment très très bas, puis en fait qui ont des fins de mois très compliquées, puis qui sont prêts à faire des sacrifices sur leur confort et sur leur santé et sur leur vie pour pouvoir amener un peu plus d'argent à la fin du mois, quoi. exact. Je pense que, puis tu vois, tu l'as mentionné dans ton exemple, mais je pense que je serais prêt à retourner au bureau seulement si c'est pas plus que la moitié du temps. Fait que si, mettons, je travaille Oui, un 30 heures, fait que pas plus de 15 heures, une journée ou deux par semaine. Et ok. aussi que ça soit à pas plus de 15, allez, mettons, 20 minutes de la maison, incluant le Ouais, trafic possible. Je l'ai ok. fait à l'époque de me dire c'est à 20 minutes de la maison, mais le matin, ça me prend 1 heure et demie à cause du trafic. Là, Ouais, je suis à un âge où je me permets de plus vouloir ça du tout. Là. ok. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Hmm. Ouais, là, tu lances un autre sujet complexe. Je vais essayer de faire ça simple. Dans le fond, la peur liée au travail, euh, c'est le syndrome de l'imposteur. Ok, C'est-à-dire que j'ai 15 ans et plus de métier dans le corps. Partout où je vais, je suis super apprécié. Je suis extrêmement travaillant. J'en donne toujours plus que ce qu'on attend de moi. et t'as quand même encore le syndrome de l'imposteur. Ok, J'ai encore le syndrome de l'imposteur, mais je pense que ça vient. En tout cas, tous les très bons développeurs avec qui j'ai parlé l'ont quand même. Ont ce syndrome-là du fait relié à je ne connais jamais par cœur mon domaine. Fait que si on me pose plein de questions, je n'ai pas de réponse magique pour répondre à ça. Par contre, je suis extrêmement débrouillard. Je connais beaucoup de choses. Je sais chercher. Je sais qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut être pas bon. Fait que c'est comme il y a toujours un syndrome de l'imposteur de dire je sais que j'ai ma place puis je suis capable de le prouver. Mais de l'autre côté, le fait de devoir le prouver ou de devoir le. Je sais pas. Fait que c'est dur à expliquer, mais non, je pense que
Je pense que je comprends. Tu as parlé d'enfants. Oui, jeune fille. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ta fille dans le futur par rapport au monde très très large du travail? Écoute, ce que j'ai envie de lui partager, là, réellement, je sais que ça a l'air cliché puis ça a l'air phrase toute faite, là, mais en fait, j'ai vraiment envie de lui partager que c'est important d'être heureux puis que c'est ça qui doit passer avant tout. Puis des fois, être heureux veut aussi dire d'être capable de mettre de la bouffe sur la table puis de manger à chaque soir. Fait que des fois, tu peux faire quelque chose qui te rend moyen, mais qui te permet de survivre. Puis ça, c'est comme nécessaire. Mais globalement, j'ai jamais compris pourquoi les gens travaillent en étant 100% malheureux, puis en se disant ah, faut que je rentre au travail ce matin, puis les gens qui en pleurent, puis tout, puis qui sont pas bien. Mm. Et je comprends qu'eux, ils peuvent se sentir comme ça, mais pour moi, c'est tellement important de se sentir heureux et bien, puis de dire ah oui, genre, j'accomplis quelque chose, j'aime ce que je fais à la fin de la journée, puis surtout que le lendemain, j'ai hâte d'y aller. Bon, pas tout le temps, là, ça arrive des passes, mais de dire ah oui, j'aime ce que je fais, que je pense que le premier truc que je voudrais lui passer, c'est ça. Fait que de un, de dire faut que tu sois heureuse, coûte que coûte, c'est ça qui est le plus important. Puis de deux, c'est vraiment que ça sert à rien d'en vouloir toujours plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont toujours essayer de faire mieux que les autres. Il y a du monde qui vont piler, là, c'est une expression, là, qui vont piler sur la tête du monde pour monter, se dire, OK, moi, je veux être le plus haut possible, je veux être le meilleur possible, je veux escalader, je veux être en haut de la charte, là, juste en dessous du super président, puis tout. Puis ça, j'ai l'impression que ça amène jamais rien de bon dans la vie, autre que juste avoir un vide en dedans puis d'être malheureux en dedans. T'sais. Fait que il y a comme ça que j'aimerais apprendre à ma fille, de lui dire, l'important, c'est de faire du mieux que tu peux. On fait les choses bien, là, on se force, mais qu'au final, ce qui compte, c'est pas de s'épuiser au travail, c'est pas de donner 1000% plus que les autres, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas de non, ce qu'il faut, c'est un bon travail d'équipe, un bel équilibre, d'être heureuse, de dire, moi, j'y arrive pas encore à 100%, mais de dire, quand je finis le travail, je décroche, puis je profite de ma vie, parce qu'il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Puis ça, je pense que la génération de nos parents, en tout cas en France, je sais pas, mais la génération de mon père, c'était le contraire. Eux, ils vivaient pour travailler, fait qu'ils trouvaient une belle entreprise, ils restaient là pendant 35 ans. Puis après ça, il tombait à la retraite. Puis là, OK, là, super épuisé. Puis là, il y a plein de gens qui viennent pas à bout de leur retraite. Puis chaque jour, on les entendait. Ah oui, ben, je travaille pour ma retraite. Ah, je ferai ça à ma retraite. Alors qu'au final, tu passes ta vie à pas vivre. Tu passes ta vie à la donner à quelqu'un d'autre. Fait que ça, j'ai envie de lui apprendre que, justement, un peu le contraire. Puis dire, ben, tu peux être entrepreneur, tu peux travailler pour quelqu'un, tu peux faire plein d'affaires, mais au bout du compte, il faut que toi, tu sois capable de faire ta vie comme bon te semble, puis il faut que tu sois capable d'être heureuse là, au travers de ça. Très très bonne conclusion, je pense. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais voulu qu'on discute ou un point sur lequel tu aurais voulu qu'on développe, qu'on n'aurait pas développé assez? Écoute, on peut parler d'AI pendant des heures, mais... Génial, j'ai hâte. OK, dès qu'on raccroche, on prend 2 heures pour parler. Non. Oui, c'est ça. Non, mais en vrai, je pense que ça couvre quand même pas mal. Moi, je vais clôturer l'épisode comme d'habitude sur le même petit laïus qu'à toutes les autres fins d'épisode, de dire que si, justement, en plus, t'en parlais précédemment, si jamais le matin, il y a la boule au ventre, pas envie d'aller travailler, qu'il y a une situation qui fait qu'on se sent vraiment opprimé, angoissé, la boule au ventre, vraiment des sensations vraiment très très négatives liées au fait d'aller au travail ou sur place ou quelqu'un qui a une emprise sur nous, quoi que ce soit, il faut absolument essayer d'aller en parler à quelqu'un, que ce soit un proche, un collègue, un ami, un médecin. C'est pas des choses qui sont censées arriver, c'est des choses qui arrivent malheureusement trop souvent, mais il faut essayer de se protéger de tout ça. Donc si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que vous vous dites c'est moi le problème, c'est pas le reste, n'hésitez pas à essayer d'en parler à quelqu'un, voir justement s'il y a une porte de sortie dans tout ça. Je peux en profiter puis embarquer sur quelque chose pendant 5 minutes. 100%. Vas-y. Parce que justement, je trouve que c'est super important, le sujet que tu parles. Je vais classer ça globalement au niveau santé mentale. Là.
Je sais pas en France si c'est des termes qui se jasent beaucoup. Au Québec, de plus en plus. Depuis je sais pas, mettons les 10 dernières années, on en parle beaucoup. J'en profite là pour raconter un peu une petite histoire parce que je trouve que chez les hommes particulièrement, on a tendance à dire ah, tu sais, un homme, il faut que ça soit fort, tu sais, qu'il n'y a rien qui passe au travers, même si t'es pas bien, tu t'en fous, t'es un gars, tu vas pas pleurer, tu vas pas te sentir mal et tout. Mais en fait, je veux raconter une histoire, c'est que dans un travail que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup, euh, il y a un moment donné où je me suis trouvé avec une manager. Puis en fait, au début, on s'entendait bien, on travaillait sur des projets ensemble, tout se passait bien. Puis plus ça allait, plus on avait des frictions entre nous. C'est-à-dire qu'elle communiquait directement avec le président. Moi, j'étais en dessous d'elle. Fait que je parlais jamais au président. Puis à chaque fois qu'elle revenait de réunion avec lui, elle me dit ah là, il veut qu'on change telle affaire, c'est une catastrophe, on fera pas ça comme ça. À chaque fois, elle revenait tellement stressée, en fait, qu'elle déchargeait complètement ça sur moi. Puis moi, je subissais jour après jour, à chaque fois, je subissais son énergie. Là, c'est vraiment sa négativité, puis son mécontentement. C'est moi qui l'absorbais parce que j'étais vraiment le dernier maillon de la chaîne. Là, c'est moi qui développais les trucs pour le président. Même que j'y en ai parlé à certains moments, je disais, ah, mais est-ce que moi, je peux juste aller lui parler? J'ai l'impression que c'est jamais correct. Il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce que moi, je peux aller voir le président puis en parler directement avec lui, qu'on s'assoie ensemble puis qu'on essaie de trouver un terrain d'entente sur ce qu'il, lui, a en tête, au lieu de faire quelque chose, de l'envoyer, que lui n'est pas content, de nous repitcher ça, puis que là, moi, je passe des heures le soir, parce que je faisais de l'overtime le soir pour corriger les affaires. Fait que c'était vraiment l'enfer, tu sais. Et cette manager-là m'a toujours refusé de le faire en me disant, c'est mon travail, c'est moi qui fais le pont entre vous deux. OK. Puis ça a duré comme ça pendant des mois, ou même, en fait, elle m'écrivait le soir à 2-3 heures du matin en me disant, dans la messagerie de l'entreprise, en me disant hey, ça n'a pas été fait, est-ce que tu peux faire ça? Je viens de vérifier telle affaire, ça marche pas, fais-le. Non, non, non. C'est clairement pas bon pour elle et pour toi. C'est ça. Fait que je me doute qu'elle, ça devait être vraiment pas bon, puis qu'elle devrait vraiment, vraiment mal se sentir. Mais la réalité, c'est que moi qui opérais ce que j'avais à faire, puis qui mind my own business, là, excusez l'expression anglophone, qui faisait mes affaires de mon côté, bien, je subissais ça tout le temps. Donc, je me réveillais à 3-4 heures dans la nuit. J'avais peur de regarder mon téléphone, de peur que cette manager-là m'aille envoyé des messages. Des fois, ça arrivait, j'étais pas bien, je rentrais au travail la tête baissée, la queue entre les jambes, là, c'est une expression aussi, pour dire, j'ai vraiment mal, puis tout petit, puis je voulais pas la croiser, puis tout ça. Puis j'avais peur, en fait, de rentrer au travail, jusqu'au moment où je me suis dit, OK, tu sais quoi, là, c'est assez. Soit je m'en vais, mais je perds tout ce que j'adore de cette entreprise-là, ou soit je trouve un moyen de la confronter. Bon, il y a eu plein d'affaires qui se sont mal passées. J'ai écrit aux ressources humaines pour rencontrer les ressources humaines. À ce même moment-là, elle a fait pareil. La ressource humaine et la gestionnaire s'entendaient bien. Donc, en tout cas, ils ont fait une réunion, les deux ensemble, avant de me parler. Fait que quand je suis arrivé là, c'était un peu un guet-apens où, en fait, on me bombardait plein d'affaires sans jamais me demander mon avis, jusqu'à la fin de me dire bon, on va te mettre un conseil disciplinaire, qu'est-ce que tu en penses? T'sais, au bout d'1 heure de me faire bombarder par les deux. Ouais. Puis au final, moi, j'avais juste besoin de me confier à la personne des ressources humaines pour lui dire écoute, ça va pas entre nous deux, je me sens pas bien, je pleure à tous les matins avant d'aller au travail. Fait que bref, c'est resté comme ça. J'ai juste accepté le conseil disciplinaire, je suis retourné au travail. 1 semaine ou 2 plus tard, quand j'ai eu un peu plus de force, je repensais encore en me disant est-ce que je laisse tout tomber puis je change d'entreprise ou pas. Finalement, j'ai parlé à un autre gestionnaire qui, lui, a compris tout de suite ma situation, m'a changé d'équipe complètement. Puis à partir de ce moment-là, ça allait vraiment mieux. Et j'explique mon histoire juste pour dire qu'en fait, non seulement il y a toujours moyen de s'en sortir, puis des fois, on a l'impression que tout le monde se lie contre nous. Moi, j'avais les ressources humaines, j'avais ma gestionnaire directe, le président, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme feedback à propos de moi, étant donné que c'était la fille entre nous deux qui faisait le pont, fait que peut-être qu'elle disait plein d'affaires sur moi aussi. J'ai aucune idée de ça. Fait que je me sentais vraiment, vraiment mal, mais j'adorais l'équipe de façon générale là, de l'entreprise de genre 200 personnes. Ouais. Je l'adorais. Fait qu'au final, j'ai été changer d'équipe de travail, puis après ça, ça a été vraiment beaucoup mieux, puis je suis resté là encore 3-4 ans de plus, puis c'était vraiment super. Fait que je veux juste amener ça au monde, justement, pendant que tu parlais de ça, puis de santé mentale, que c'est hyper important de se respecter, puis
des fois, même si on n'ose pas, ben, vaut mieux se dire, OK, tu sais quoi, je vais en parler à quelqu'un d'autre de même niveau, supérieur ou égal même à nous, même juste des amis au travail qui ont le même poste que vous, juste parce que d'un, en parler, ça fait du bien. De deux, on ne sait jamais, peut-être ça va changer les choses. Puis si jamais vous êtes vraiment, vraiment plus capable, ben, il y a d'autres ressources, il y a d'autres choses à faire. Puis c'est important de ne pas se laisser marcher dessus parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer d'écraser pour s'élever, alors que ce serait mieux de s'élever ensemble. Fait que, bref, c'est ça. C'est juste un mini message, un mini aparté pour dire justement que moi, j'ai vécu ça, je m'en suis sorti, j'ai été super content. Puis je pense que ça vaut la peine aussi, si jamais vous vivez ce genre de truc-là, ben, d'en parler. Puis voilà. Ben, merci pour le partage et la conclusion, JS. Ça conclut super bien l'épisode, donc merci à toi. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié mon passage et puis que vous m'avez compris aussi, malgré mon accent. Je peux pas mettre de sous-titres sur un podcast, c'est compliqué, hein? Ah oui, c'est sûr. Vraiment, encore merci à toi, JS, pour tout le temps que tu as passé avec moi. Et puis, écoute, j'espère que ça plaira à tout le monde. Mais ça me fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Et à bientôt, tout le monde. Salut. Ben, merci bien. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!